Du coup, je vais avancer un peu vite et je vais pas trop m'étendre sur la première partie, puisqu'en fait, elle a été pas mal abordée par les collègues dans un premier temps. Donc, simplement dire peut-être que les expérimentations qui sont menées actuellement par la DPJJ sur la mise en œuvre de la justice restaurative auprès de notre public, donc elles sont inscrites. Alors d'abord, la justice restaurative, elle est maintenant inscrite comme principe de la justice des mineurs, donc dans la partie législative du Code de justice pénale des mineurs. Donc c'est quand même quelque chose d'important et qui dit voilà la place que la PJJ souhaite lui accorder. Nos expérimentations, elles s'inscrivent complètement dans les principes de la circulaire du 15 mars 2017, donc je ne vais pas y revenir. Évidemment, elles tiennent compte des spécificités des mineurs, donc capacité de discernement, degré de maturité qui doivent être mises en perspective avec les principes de gratuité et la démarche volontaire, le fait qu'il faut pouvoir concilier le principe d'engagement volontaire du mineur et néanmoins le fait que ce sont des mineurs et donc que l'autorisation de l'autorité parentale est donc nécessaire. Ne pas oublier que les mineurs auteurs qui sont suivis dans un cadre pénal, ils peuvent aussi être ou avoir été des victimes et être intéressés à ce titre par un processus de justice restaurative. Et puis sur la notion de reconnaissance des faits qui a été un petit peu évoquée tout à l'heure par Madame Dandonneau. Et effectivement, pour les mineurs, on va être plutôt sur le fait qu'ils se sentent concernés par la commission de l'infraction et ses répercussions et qu'ils ne soient pas dans le déni des faits voilà, qui se sont déroulés. Voilà, qu'ils soient en mesure de travailler sur leur responsabilisation. Ensuite, donc, ça s'inscrit, donc, ces expérimentations donc, dans la continuité de travaux qui ont été menés à la DPJJ et donc avec des membres, des professionnels de la PJJ et des représentants du secteur associatif et les organismes de formation, et donc des préconisations qui ont été validées par notre directrice. Et donc, pour les mineurs, la justice restaurative possible pour tout type d'infractions, tous les stades de la procédure, tout type de processus et mise en œuvre par le secteur public de la PJJ ou par le secteur associatif. Voilà, alors très rapidement, donc du coup, sur 10 expérimentations lancées en janvier 2019. Donc vous avez, là je vous ai mis un peu les services et les territoires sur lesquels elles se déroulent. Donc majoritairement sont des projets qui sont co-construits et co-animés par les services de la PJJ et du secteur associatif. Donc 3 sont mis en œuvre par le secteur associatif, la PJJ étant chargée du pilotage territorial et de l'orientation des auteurs, et un projet plutôt construit et porté par les professionnels de la PJJ en interne du service, avec une ouverture au service d'aide aux victimes pour l'orientation des personnes. Sur les natures de l'infraction, donc atteinte aux personnes, infraction routière, vol avec violence, cybermalveillance, agression sexuelle. Parfois, pour les services expérimentateurs, le choix d'exclure certains types de faits, donc comme les crimes de sang, les viols, et pour d'autres services expérimentateurs, plutôt le choix justement d'axer sur, par exemple, les infractions à caractère sexuel. Le constat qui est fait, c'est que si les services ont commencé par se poser des limites, un peu pour border les choses, toutes ont plutôt tendance aujourd'hui à ouvrir davantage à tous les types d'infractions. Sur les stades de la procédure, sur le même modèle, effectivement, la plupart des services ont commencé par faire un choix. Donc certains ne proposaient la justice restaurative qu'en parallèle des alternatives aux poursuites, d'autres de ne privilégier que le post-sententiel, d'autres que le pré-sententiel. On retrouve ici effectivement la même démarche de s'adapter davantage aux attentes et aux besoins des personnes pour favoriser l'orientation des publics et donc de s'ouvrir largement à tous les stades d'infraction. Un petit point de vigilance sur l'orientation au stade du déferrement, qui ne semble pas, en tout cas à ce stade, le plus propice, puisque le moment du déferment, c'est un moment de stress, avec beaucoup d'informations qui sont données, et puis peut-être de la part des mineurs et de leurs parents, une tendance à adhérer à tout ce qu'on leur propose, et à pouvoir revenir ensuite à se dire bah non, j'ai pas du tout envie de m'inscrire là-dedans. Sur les processus envisagés, donc dans le cadre des expérimentations, on va être plutôt sur des mesures directes ou indirectes, dans le cadre de médiation et des conférences de groupe familiales, donc qui vont inclure la partie
participation des parents ou de personnes ressources. Et puis on a aussi une UMO qui tente des rencontres condamnées victimes, donc groupe d'auteurs, groupe de victimes. Ultérieurement, certains envisagent de mettre en place des cercles, mais pour le moment, c'est à l'état de projet. Je vais rappeler quelque chose qui a été dit par à peu près tout le monde. La rencontre, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est le processus. Les entretiens préparatoires et les échanges interposés, ils sont souvent suffisants pour les participants qui peuvent finalement ne pas souhaiter une rencontre physique. Donc l'absence de rencontre, ça ne signifie pas l'échec du processus, et c'est important pour les professionnels que vous êtes d'intégrer cette notion-là. Alors le temps de la mise en œuvre, une temporalité longue. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas se décourager de cette longue temporalité. Donc sur la démarche d'abord de sensibiliser, impulser et piloter. Donc le Comité national de justice restaurative dont Claire Strugala a parlé ce matin a produit un support ministériel. Alors je vous en ai ramené quelques-uns. Pour ceux qui souhaitent repartir, je les ai mis ici avec, et puis on pourra vous le transmettre en fichier PDF, je pense, avec le dossier que vous transmettrez. Donc voilà, donc ces plaquettes, elles ont été transmises sur les territoires, à la fois pour les services expérimentateurs et puis les autres services qui existent aussi, qui commencent à se sensibiliser, à se former ou même à mettre en place d'autres projets. Sur les plaquettes, cette plaquette, c'est plutôt, vous verrez, une plaquette qui s'adresse aux professionnels. Et donc, il y a un travail d'appropriation à travers les groupes projets de la notion de comment on communique sur la justice restaurative, notamment avec des mineurs, et donc avec une adaptation des plaquettes plus lisible, plus ludique, plus facile que cette plaquette-là. La sensibilisation, elle passe aussi par un travail qui est mené à la fois par les directions interrégionales et les directions territoriales, mais aussi par les services associatifs, pour organiser des journées territoriales qui vont être ouvertes très largement aux professionnels, donc aux professionnels et aux partenaires, qu'ils soient associatifs ou institutionnels, tels que l'éducation nationale, les mairies, les conseils départementaux ou les commissariats. Ça peut être aussi un sujet qui va être évoqué lors des conférences régionales de justice des mineurs. Donc toutes ces démarches, ça participe à impulser impulser les COPIL locaux, et elles ont un rôle vraiment pilote dans le déploiement des mesures de justice restaurative sur les services. Un point important sur le rôle des cadres de proximité dans les services, dans l'impulsion et dans le fait qu'ils puissent vérifier que la délivrance de l'information, la première information sur la justice restaurative, elle soit faite le plus largement, alors systématiquement, on n'en est peut-être pas encore là, mais le plus largement et le plus spontanément possible aux personnes. Sur les dynamiques partenariales, donc les COPIL locaux, ils permettent l'élaboration de conventions. Dans les expérimentations, ils sont constitués à 40% des cas à l'initiative des juridictions, et pour le reste à l'initiative des services du secteur public ou associatif. Et donc il est essentiel d'y intégrer les magistrats du siège et du parquet, et de penser et de penser aussi l'association des avocats, car leur compréhension du dispositif, elle va conditionner en partie la compréhension des personnes qu'ils accompagnent. Donc sur les conventions, actuellement, 6 sont déjà signés, 2 sont rédigés et 2 sont en construction. L'absence de signature par le parquet, ça peut être un frein à la mise en œuvre sur certains territoires, et elle traduit dans ce cas-là le plus souvent une certaine défiance des magistrats quant à la pertinence de la justice restaurative, et elle traduit une difficulté pour eux à donner sens au principe d'autonomie de la justice restaurative vis-à-vis de la procédure pénale. Donc, s'ils n'en sont pas à l'initiative, il est très important d'essayer de les impliquer à travers leur participation aux COPIL locaux, en les rendant signataires des conventions, en réfléchissant avec eux à leur rôle et à leur place dans la justice restaurative et à la façon dont ils vont pouvoir exercer le contrôle de la mesure. Je n'y reviendrai pas puisque ça a été évoqué tout à l'heure, cette question de contrôle. Donc s'ils n'en sont pas prescripteurs de la justice restaurative, ce qui est le cas, ils n'en sont pas prescripteurs, en tout cas ils participent à l'impulsion de la justice restaurative par l'information des publics. Et donc tout ça, ça nécessite vraiment de prendre le temps de lever les inquiétudes, de répondre aux questions, de les solliciter pour vérifier si des obligations ou des interdictions éventuelles on pourrait s'opposer à la mise en œuvre d'une mesure de justice restaurative, notamment au stade de l'instruction ou avant jugement, mais on l'a vu aussi au stade post-sententiel.
Enfin, sur la formalisation, donc la rédaction des cahiers des charges, elle a à ce stade pas systématiquement faite, mais c'est un support qui permet de décliner les modalités de mise en œuvre des processus restauratifs et donc de mieux appréhender la mise en œuvre de la justice restaurative, le déploiement sur le territoire, la question du contrôle et l'évaluation des dispositifs. Un autre outil qui facilite les échanges et le contrôle, c'est la formalisation d'une fiche navette qui peut être adressée par les services qui vont mettre en œuvre la justice restaurative au parquet et qui donc va contenir une information sur le projet de justice restaurative et qui va permettre en retour de récupérer les coordonnées des personnes, par exemple, ou les éléments sur l'état de la procédure et les éventuelles interdictions et obligations. Donc ça, c'est un document dont peut-être les collègues vont pouvoir vous parler plus en détail. Concernant l'accès au dossier pénal de l'auteur par les services, donc elle est écartée car réservée aux services mandatés et aux parties concernées par la procédure pénale, et par ailleurs elle n'est pas indispensable à la mise en œuvre des dispositifs de justice restaurative qui vont s'appuyer davantage sur ce que les gens ont à dire et à apporter que ce qu'on va trouver dans une procédure écrite. Les outils d'évaluation, c'est un point aussi important, on n'en a pas beaucoup parlé parce que peut-être on n'est pas très avancé non plus dans le déploiement, mais ils doivent être pensés en amont. Donc, type de processus mis en place, nombre de personnes informées, impliquées, les questionnaires de satisfaction et le fait que vous puissiez faire remonter toutes ces informations aux directions des ministères, que ce soit l'administration pénitentiaire, le SADJAV, la PJJ ou la DACG, ça va largement participer aussi à valoriser l'intérêt pour cette nouvelle mesure et puis du coup, à ce que ça puisse être porté un peu politiquement et du coup aussi à débloquer des financements. Donc, c'est important la question de l'évaluation. Alors sur l'accompagnement des professionnels, donc une formation, donc il y a un travail d'information des services qui est mené au travers de l'organisation de journées territoriales, je vous en ai parlé. Donc cette sensibilisation de l'ensemble des professionnels et pas seulement de quelques-uns, c'est un enjeu fort parce que c'est elle qui va être garante de l'information des publics et donc de l'orientation des personnes sur les processus. Parce qu'on peut monter des dispositifs, mais si personne n'est orienté, on ne va pas avancer très vite. Donc concernant l'animation des mesures de justice restaurative, donc vraiment l'animation, donc les professionnels dans le cadre des expérimentations, là ils sont tous déjà formés ou en cours de formation, ils la finalisent. Donc la formation, elle est soit dispensée par les organismes de formation, soit dispensée par l'École nationale de la PJJ qui a créé un cursus de formation complet qui associe également les principaux organismes de formation. Donc il y a eu des questions sur la question de la certification ou de l'attestation, c'est une question qui revient régulièrement. En tout cas, certification ou attestation, elles ont une valeur égale, il n'y a pas de graduation des compétences, on va dire, données à travers ces documents. Ce qui compte, c'est d'avoir suivi la totalité du programme. Et en tout cas, pour le NPJJ, il y a une recherche vraiment de mettre tout le monde au travail autour de la table pour pouvoir, en tout cas au travers des modules complémentaires, venir compléter les modules de base qui auront été donnés. La supervision, donc elle est prévue dans chaque dispositif et exercée par les professionnels IFJR, ARCA, Citoyens et Justice et le NPJJ. Ça pourrait être également par un professionnel de service qui aurait pratiqué la justice restaurative et qui sera en mesure de pouvoir accompagner d'autres services. Et puis l'accompagnement très rapidement, donc moi au niveau du bureau des méthodes et de l'action éducative, mes collègues du service de la recherche et du contrôle qui font une évaluation sur les expérimentations, se déplacent sur tous les territoires qui sont actuellement expérimentateurs. Et puis on se déplace aussi avec les membres du COPIL qui sont attachés à une expérimentation en particulier pour apporter un regard un petit peu extérieur et accompagner les éventuelles difficultés. Enfin voilà, ça permet une réflexivité pour les personnes qui sont impliquées. Alors, je vais venir maintenant sur les effets de la justice restaurative. Donc, ce qu'on remarque, c'est que la justice restaurative, elle a des effets fédérateurs entre les services. Donc, elle participe à décloisonner les services, que ce soit, j'entends, services publics et services associatifs, et à faire tomber les représentations. À titre d'exemple, certains des services expérimentateurs ont expérimenté le fait d'aller passer une journée ou 2 journées dans l'autre service. Et ça leur a vraiment permis de mieux comprendre à la fois le public et la façon de travailler des autres services. Il y a eu aussi quelque chose qui a été intéressant, c'est le fait de pouvoir partager le temps
de formation, donc via le NPJJ, mais aussi, je veux pas être réductrice, mais le fait que les associations et le service public puissent se former ensemble sur des modules complets, ça a vraiment favorisé à la fois un même niveau de formation des animateurs, mais au-delà de ça, la construction d'une relation de confiance entre les professionnels qui me paraît essentielle ensuite dans l'animation des processus restauratifs. Enfin, l'impact sur les pratiques, il est perçu comme positif. Donc, Stéphanie l'a dit un petit peu tout à l'heure, ça donne un nouveau souffle aux professionnels, c'est une façon innovante d'aborder l'infraction, ça permet une meilleure prise en compte des victimes, ça innerve l'ensemble des pratiques, notamment les techniques d'entretien, le travail sur l'acte, les émotions, le processus de responsabilisation de l'auteur. La question du déplacement du professionnel donc, à celle de l'animateur, en fait, qui va devoir s'ouvrir sur la question de l'accueil inconditionnel de la subjectivité du jeune quand il va devenir animateur de justice restaurative. Une remarque qui nous a été rapportée par les animateurs, donc des éducateurs qui font de l'animation, c'est qu'au début, ils avaient tendance à beaucoup occuper le terrain, à beaucoup parler, à essayer de vraiment bien expliquer, et puis que peu à peu, avec la pratique, en fait, ils laissent beaucoup plus de place aux personnes pour que les personnes posent des questions et en fait qu'ils n'essayent pas d'anticiper leurs questions en y répondant. Donc ils sont de plus en plus dans l'accueil au sens large. La nouveauté du processus de justice restaurative, enfin si vous avez l'intention de les mettre en place, sachez que ça va nécessiter pour vous une forme de proactivité importante pour informer, sensibiliser vos collègues, mais aussi pour informer, sensibiliser les publics. Avec le souci néanmoins de ne pas générer de déception en cas d'absence de mise en œuvre de dispositifs, parce que ça peut aussi arriver que les personnes soient partie prenante et que ça ne soit pas possible de le faire tout de suite. L'intérêt pour la justice restaurative, il se déploie progressivement sur les territoires, avec des initiatives de sensibilisation et de formation des professionnels au-delà des services expérimentateurs. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a les 10 services qui sont dans les expérimentations nationales, mais il y a aussi de nombreux autres services qui commencent à mettre en place d'autres projets. Un point important que j'avais envie aussi de développer avec vous, c'est l'impact pour le public. Alors s'agissant des jeunes, ceux avec lesquels la justice restaurative a été abordée n'ont pas beaucoup de questions. Parfois ils connaissent déjà le concept ou ils y sont sensibles. Ils ne sont pas découragés par la lourdeur du dispositif et ils comprennent qu'une préparation est nécessaire. Ils sont très sensibles à l'absence d'obligation, au fait que ce soit leur choix de s'engager ou pas, et au fait qu'ils puissent interrompre le dispositif à tout moment. Ils se projettent assez vite dans la rencontre avec la victime, avec la volonté de lui apporter des réponses s'ils le peuvent et d'entendre ce qu'elles ont à dire. Avant même le début des entretiens préparatoires, la simple présentation du dispositif, le recueil de l'accord du jeune et son positionnement sur un type de mesure, ça a déjà un impact sur l'évolution du mineur. S'agissant des parents, les services expérimentateurs ont pu constater que les parents pouvaient avoir des difficultés pour s'extraire de la procédure pénale classique et pour comprendre la notion d'étanchéité entre les démarches et la gratuité de la justice restaurative. Donc ils peuvent craindre aussi que la démarche elle ne vienne dégrader davantage des relations avec la victime, notamment quand la victime elle est dans le quartier ou voilà, dans le cercle proche. Néanmoins, si les parents peuvent se montrer réservés dans un premier temps, le plus souvent ils finissent généralement par soutenir leur enfant dans la démarche. Concernant les victimes, alors j'ai peu de retours à ce stade, mais on recense. Voilà. Ce qui semble, c'est que l'adhésion se fasse plus spontanément chez les mineurs. Alors une hypothèse, c'est que souvent ils connaissent leur auteur. Que chez les adultes, qui sont plus souvent des victimes malencontreuses, je ne sais pas si le terme est très adapté, mais voilà, un peu choisi au hasard, et qui ont besoin de davantage de temps pour comprendre la motivation de l'auteur ou le bénéfice pour elle-même. Alors, pour finir, sur les points de vigilance à ce stade, donc une difficulté à informer sur la justice restaurative qui peut répondre, donc une difficulté à informer, c'est de la part des autres professionnels, de l'ensemble des professionnels des équipes. Donc qui peut répondre à la difficulté de s'approprier la justice restaurative comme une pratique supplémentaire dans un contexte où la charge de travail est déjà conséquente, ou parfois à trouver du sens sur une mise en œuvre par un service qui met en œuvre des mesures pénales.
Parfois, tout simplement aussi, ils se sentent empêchés de donner cette première information parce qu'ils ne savent pas comment la donner. Ils ne savent pas s'il y a un moment, quel est le bon moment, quels sont les mots qu'il va falloir employer. Est-ce que ça peut avoir des conséquences si le jeune accepte ou refuse sur leur propre suivi dans le cadre pénal. Et parfois, même quand ils sont formés, qu'ils ont qu'ils ont toutes les clés en main, ils ont parfois encore du mal à se lancer dans la phase opératoire, et donc ça nécessite un certain lâcher-prise, et donc de faire confiance au public, donc aux jeunes auteurs victimes, qu'ils soient mineurs ou majeurs, et aussi de se faire confiance à soi. La justice restaurative, elle nécessite un déplacement dans les pratiques pour les animateurs, mais aussi pour les référents des mesures pénales, qui doivent accepter de ne pas avoir d'informations sur ce qui se dit, donc de respecter le principe d'étanchéité, et de permettre l'orientation éventuelle des jeunes qu'ils suivent vers la justice restaurative. Et pour ça, il faut qu'ils acceptent de ne pas tout maîtriser, que des choses vont pouvoir se dire dans un autre espace que celui de leurs propres entretiens. Enfin, des difficultés apparaissent pour identifier et donc contacter ou faire orienter les victimes, qu'elles soient directes ou indirectes, par les services d'aide aux victimes. Donc il y a un travail de sensibilisation générale qui doit être mené pour continuer d'informer très largement les publics et pour faire tomber les représentations qui peuvent constituer un frein à l'orientation. Et puis, il y a aussi un fait, c'est que les victimes, elles ne sont pas toujours connues des services d'aide aux victimes. Et que donc, il y a un vrai enjeu aussi à rallier les avocats et à faire connaître largement la justice restaurative, y compris dans les commissariats, même si on n'en est pas encore là. Mais bon, il faut qu'on le garde en tête, notamment quand il y a des démarches vraiment de sensibilisation et d'aller vers. Voilà, une autre difficulté aussi, c'est la multiplicité de l'offre de formation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formations qui sont données, enfin beaucoup de possibilités de formation qui sont données, et que parfois ça génère une forme de confusion, voire une forme de déperdition avec des formations qui ont pu être financées et puis annulées faute de participants. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose auquel il faut être attentif, notamment autour du pilotage voilà, de tout ça. Enfin, donc, pour terminer, la sensibilisation, elle doit être menée en continu. Les services professionnels expérimentateurs, donc, ils développent différentes stratégies en ce sens. Donc, il y a sur certains services, il va y avoir des constitutions de référents justice restaurative ou de groupes réseau, le déplacement sur des UMO, des stages de sensibilisation pour le public. Ça, c'est notamment mis en place à Arcueil, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Ils utilisent le théâtre forum pour sensibiliser des groupes de jeunes dans le cadre de stages de citoyenneté. Une réflexion, donc, comme je vous le disais, qui est à mener autour des supports de communication, donc films, plaquettes, affiches, rencontres entre professionnels, avec des illustrations de mesures réalisées. Je pense que quand les professionnels parlent aux professionnels, de façon pratique, c'est un mode extrêmement efficace. Voilà, j'ai voulu faire vite, mais j'espère que j'étais claire quand même.